Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine pour le podcast un peu plus court et un peu plus personnel. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet du coup personnel, dans lequel je vais clairement dévoiler une part de moi, même si j'en ai déjà parlé un petit peu dans certains épisodes. Et comme le titre le dit, je vis avec une anxiété sociale. D'ailleurs, j'ai aussi ce qu'on appelle une anxiété généralisée, mais on va se restreindre au social aujourd'hui, niveau angoisse et anxiété. L'anxiété sociale, elle est aussi appelée parfois phobie sociale, je vois passer ça comme terme. Et je ne sais pas si les personnes qui utilisent ces mots-là y mettent un sens identique, parce que, en fait, c'est pas les mots qui sont importants dans la vie. En tout cas, moi, je ne suis pas attachée aux mots. Ce qui compte, ce qui est important, c'est d'être d'accord sur le sens qu'on met tous ensemble sur un mot. Et du coup, pour moi, la phobie sociale, c'est une part de l'anxiété sociale sur les aspects où c'est plus que de l'anxiété, en fait, justement. C'est un stade au-dessus, c'est une phobie, c'est-à-dire que donc c'est un truc qui nous est totalement inaccessible en l'état. Par exemple, un anxieux social, il peut avoir une phobie sociale qui est liée aux appels téléphoniques, par exemple. Il est clairement dans l'évitement, il ne peut pas utiliser le téléphone. Je dis pas que ce sont les définitions là, je te livre là le sens que moi j'y mets entre phobie et anxiété sociale. Donc moi j'ai les deux, et ça dure, et ça a commencé depuis l'enfance. Quand j'étais petite, déjà, il y avait un écart entre moi et les autres. J'étais une enfant silencieuse, voire muette dans certaines circonstances. J'étais une copine suiveuse. Pas par manque d'idées, mais parce qu'en fait, ça m'intéressait pas spécialement ce que proposaient les autres. Mais comme j'aimais être avec mes copines, je suivais. C'était aussi parce que j'avais l'impression que mes idées, elles ne plairaient pas aux autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté. L'ennui, le fait que beaucoup de choses m'ennuient, il y a très peu de choses en fait qui me stimulent dans le quotidien basique et normal. Et cette peur que mes idées plaisent pas, ça m'est resté encore. Et dans ces premières années-là de l'enfance, j'étais pas gênée par cet écart. Je mettais aucune importance dans le jugement des autres, tout simplement parce que j'avais comme idée bien ancrée que rien ne me concernait et que je n'étais responsable de rien. Donc à ce moment-là, pendant ces premières années de vie, je souffrais pas d'anxiété sociale, puisque j'étais pas dans cette peur d'anticipation. Et j'étais comme j'étais finalement, et je laissais filer les choses comme c'était. Et c'est à la préadolescence, durant la période tragique du collège, le collège c'est le lieu qui regroupe une très belle concentration de traumas, c'est là que mon anxiété elle a commencé doucement à émerger, tout simplement parce qu'en fait j'ai dû commencer à m'occuper moi-même des interactions sociales et j'ai dû commencer à prendre des initiatives et à devenir responsable de ma vie. J'avais plus ma mère derrière laquelle je pouvais me cacher et qui en fait avant prenait la responsabilité de tout ce qui incombait à ma vie. Elle s'occupait de la bouffe, des sorties, elle organisait, c'est elle qui décidait de tout en fait. Et là je me suis retrouvée nez à nez avec les autres, devant moi, devant mon pif, devant lesquels je pouvais plus m'échapper. J'avais plus personne derrière qui me cacher. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette période, cette anxiété, elle n'a fait que croître. Parce qu'en fait, elle a augmenté en même temps qu'augmentaient mes responsabilités, mes charges, mes obligations sociales finalement. Entre les copains, les boulots, les collègues, les agences immobilières, les agences d'intérim, etc. Donc plus il y avait de situations sociales dont je devais prendre ma responsabilité, et plus mon anxiété sociale a augmenté. Alors aujourd'hui, je la connais très bien, cette anxiété sociale. Elle fait partie de mon corps, de ma vie, de ma manière de voir les choses, et je la connais bien. Et très clairement, depuis, j'ai fait énormément de progrès, il y a plein de choses qui me sont devenues accessibles. Aujourd'hui, les situations qui me provoquent de l'anxiété, c'est, si je devais résumer, c'est toute situation où je dois me confronter à de l'inconnu et toute situation où ce qu'on attend de moi est non défini, est informel en fait. Par exemple, les choses qui sont pour moi
très difficiles à faire et qui sont en fait, on est plus dans l'ordre de la phobie, tellement je suis dans l'évitement, c'est le fait de sortir de chez moi. Déjà rien que de sortir de chez moi, c'est une angoisse, mais sortir de chez moi et croiser du monde, c'est-à-dire un voisin, le parent d'un copain de mes enfants, une connaissance, etc. C'est aussi passer un coup de fil ou répondre à un coup de fil. Très clairement, pour moi, le téléphone, c'est un objet d'angoisse. C'est aussi le fait de répondre à quelqu'un qui frappe à ma porte. Et c'est aussi le fait d'aller aborder quelqu'un pour parler, pour aller demander un truc. Donc toutes ces situations-là, tu remarqueras que ce sont des situations d'inconnus ou qui sont imprévues ou alors où l'échange social va être informel. Il y a des situations qui sont douloureuses mais qui sont devenues faisables parce que je me suis entraînée à les rendre un peu moins rares, on va dire. C'est par exemple me rendre avec mes enfants à un endroit que je ne connais pas, mais que je sais pourquoi j'y vais. C'est me rendre seule à un endroit que je ne connais pas, mais que je sais pourquoi j'y vais. C'est aussi me retrouver seule avec quelqu'un que je connais pas, ou peu, ou en tout cas quelqu'un avec qui j'ai du mal à cerner l'ouverture d'esprit. Et c'est me retrouver seule aussi au milieu du monde, où on est là pour échanger de façon informelle. C'est-à-dire que si je suis au milieu du monde, mais qu'on est là pour assister à une conférence, et que je sais qu'on doit juste s'asseoir à écouter, je n'ai pas de souci particulier. Par contre, si je dois être au milieu du monde, par exemple à une fête, à un mariage, ou dans une cafette, ou toute autre soirée où les gens sont là pour discuter de sujets qu'on ne sait pas de quoi on va parler finalement, et que ces gens-là, en plus, ce sont des gens que je connais très peu, ou dont j'ai du mal à cerner l'ouverture d'esprit, encore une fois, ça va être un moment douloureux, mais qui peut rester faisable. Et c'est aussi toutes les situations où je dois prendre la voiture et que je dois conduire en dehors des routes que je connais. Et encore que, en fait, au niveau de la voiture, j'ai défoncé ma zone de confort au niveau de la voiture et du coup, je suis maintenant capable d'aller où je veux avec la voiture. La seule chose qui m'angoisse, c'est si je dois prendre l'autoroute ou si je dois aller me garer et que je ne sais pas comment sera le stationnement. Donc voilà, toutes ces situations, c'est très clairement, comme je le disais, l'inconnu qui me fout en état de panique, ou alors une situation dans laquelle je ne sais pas ce qu'on attend de moi, et qu'en plus, je sais qu'on va me juger sur ça, et ça me paralyse. Donc concrètement, ce qui se passe dans mon corps, c'est un trac. En fait, c'est quelque chose d'équivalent à un trac, mais contrairement au trac banal qu'on ressent quelques minutes avant un événement, là, c'est quelque chose qui dure longtemps, qui dure plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et si c'est lié à un événement qui est prévu, et ben durant les jours qui précèdent cet événement, il suffit que je pense à cet événement pour avoir des pics, des montées très fortes et très violentes de ce fameux trac, entre guillemets. Au niveau du corps, ça se traduit par la cage thoracique qui est compressée, c'est-à-dire que je sens bien en fait que mes muscles à ce niveau-là, ils sont tendus et ils empêchent mes poumons de respirer correctement. Du coup, j'ai ce besoin de prendre de grandes inspirations pour tenter de casser cette espèce d'étau. C'est aussi avoir une colonne ascendante d'adrénaline. On le sent ça monte du ventre jusqu'au cœur, ça brûle un peu. Et bien sûr, le symptôme le plus présent, c'est la tachycardie. J'ai le cœur qui bat vite, encore plus dans ces moments-là, mais en fait, ça c'est quelque chose que j'ai presque constamment, tout le temps. Et je pense que ça va même au-delà de cette anxiété sociale, c'est même plutôt lié, je pense aussi à l'anxiété généralisée que je me traîne. Et du coup, quand je suis... Alors ça, c'est tout ce qui se passe avant l'événement. Mais pendant l'événement, il se passe à peu près ça aussi. Mais en plus, je vais avoir cette sensation assez fantastique que mon cerveau se vide. Ou alors qu'il déconnecte en fait les câbles entre ma conscience et la mémoire et les connaissances. Tu vois, il débranche le truc entre ma conscience et ce que je sais, mes capacités. Les câbles, ils sont pétés, ils sont débranchés. Du coup, ça me fait comme un trou et je sais pas quoi dire. Je me retrouve sans savoir quoi dire, sans avoir de répartie. J'ai mon cerveau, j'ai ma réflexion qui fonctionne au ralenti en fait. Et du coup, je suis en lutte entre mon envie de plaire, mon envie de ne pas parler et mon envie de passer un bon moment. Et ça donne des maladresses, des phrases à côté de mes pompes, comme on dit. La plupart du temps, ça passe assez incognito parce que t'apprends à le cacher en fait. T'apprends à faire semblant, t'apprends à jouer un rôle. Alors que tout ce que j'aime pas, c'est justement ça.
Et c'est pour ça que des fois ça se voit, en fait, je pense. Parce que j'aime pas cette histoire de rôle, ces problèmes de convenance. Et j'en parlais dans les épisodes 25 et 26, dans lesquels je parle de la politesse. Et c'est toutes ces convenances qui sont comme des plaques transparentes, mais qui floutent ce qu'il y a derrière. La politesse, les convenances, c'est attendre des choses des autres, mais ce sont des attentes implicites. C'est pas formalisé, hein, c'est implicite, t'es censé les savoir. Et en plus, ces convenances, ces attentes, elles varient d'une culture à l'autre, mais il y a aussi des attentes qui varient carrément d'une personne à l'autre. Et donc, on attend de toi que tu fasses et dises des choses, mais on ne te dit pas hein, ce que c'est. Hein. Tu dois les deviner, en fait, tu dois les savoir, hein, c'est comme ça. Et en plus, on va te juger sur ça, sur ta capacité à finalement faire et dire ce qu'on attend de toi. Donc t'imagines, pour moi, c'est vraiment très clairement la définition de l'examen le pire du monde que tu pourrais passer de ta vie. On attend des choses de toi, mais on te dit pas ce que c'est. Et en plus, on va te noter sur ça. Donc l'anxiété sociale, en tout cas à mon niveau, je travaille énormément et ça fait longtemps que je travaille sur ça, donc c'est quelque chose qui devient de plus en plus confortable d'ailleurs. Je dois travailler cette distance que je dois augmenter entre moi et le jugement des autres. Je dois accepter de ne pas plaire à tout le monde, puisqu'en plus, quoi qu'on fasse, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et je dois accepter de plus en plus d'être jugée et de laisser les autres me juger. C'est pas grave, hein, je continue de vivre avec ça. C'est aussi le fait que ce que je suis, en fait, j'ai cette impression qui me semble visible, mais c'est qu'une impression en fait, que ce que je suis ne colle pas ou que ça colle pas très bien, hein, ça colle dans pas beaucoup de coins en tout cas, avec ce qui est attendu de façon banale de quelqu'un. Je n'arrive pas à me sentir conforme à la banalité, la normalité. Et je pense que c'est quelque chose d'assez répandu. Mais, et je tiens à faire un point hyper important au niveau de l'anxiété sociale, on a l'impression que le problème vient uniquement du fait de devoir accepter d'être jugé, d'arrêter de chercher sans arrêt à être aimé des autres. Mais l'anxiété sociale, ça se passe au niveau aussi cérébral, c'est-à-dire que c'est souvent lié à une amygdale. L'amygdale, donc, c'est une partie de notre cerveau qui est une espèce d'alarme des dangers qui s'active dès qu'on a l'impression qu'il y a un danger autour de nous. Et l'anxiété sociale, c'est souvent lié à une amygdale qui est surréactive. Et donc le souci, c'est que cette amygdale, elle se met en action à des moments où elle ne devrait pas se mettre en action. Et ça peut être lié à 1 milliard de facteurs. Ça peut être lié à des traumas dans la petite enfance. Ça peut être lié à des messages intérieurs qui ont été ancrés en fait dans le cerveau depuis tout petit. Ça peut être même au niveau périnatal, avant la naissance, après la naissance. C'est vraiment parfois des choses qui sont vraiment très anciennes et qui ont allumé cette amygdale et qui travaillent trop en fait. Donc voilà, je sais que l'anxiété sociale, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup en thérapie, mais il y a cette question de l'amygdale surréactive qu'il faut aussi pouvoir prendre en compte. Bon, alors aujourd'hui, c'était censé être un podcast un peu plus court, et ben je crois qu'il ne sera pas forcément plus court, parce qu'en plus, j'avais encore plein de choses à dire sur ça, parce que l'anxiété sociale, c'est un sujet qui me passionne, évidemment, puisque j'y suis concernée. On est souvent passionné par ce qui nous concerne, hein. Et du coup, il y a tellement plein de choses encore à dire. Et je te mettrai en lien en description de cet épisode le lien vers l'article que j'avais écrit dans lequel je décris mon anxiété sociale. Et je te mettrai aussi un lien vers l'article Wikipédia qui parle de l'amygdale dans laquelle, vers la fin je crois, ils font vraiment référence de manière vraiment très intéressante sur sa surréactivité chez les phobiques sociaux ou les anxieux sociaux. Voilà, donc je suis sûre que je suis pas la seule à être anxieuse sociale. Ça m'empêche pas... en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'aimer ou pas l'être humain. C'est-à-dire que moi, je suis une amoureuse de l'être humain. Je trouve ça passionnant comme sujet. J'aime les gens, j'aime les échanges qui sont authentiques. J'aime en fait quand on a des échanges de qualité. Je déteste le small talk. Je sais pas si tu connais cette expression. C'est le fait de parler de tout et de rien, de parler de la météo, des légumes qu'on a achetés au marché. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça d'un ennui complet. Je suis pas du tout efficace et je suis pas du tout douée pour ce small talk, justement. Et j'aime les échanges plutôt de qualité, où on va parler sans qu'on ait ces convenances, là, ces espèces de plaques de plexiglas entre nous, qu'on parle de manière plus authentique et avec douceur, hein, évidemment. Parce que, je le rappelle, moi je n'aime que la douceur. Je ne supporte pas tout ce qui est un peu rude, ça me fait réagir, mon amygdale.
Je suis sûre et certaine, c'est même pas sûre et certaine, c'est une vérité que je suis pas la seule et qu'il y a beaucoup plus d'anxieux sociaux qu'on ne le croit. Et sans parler d'anxiété sociale, je pense qu'une grande majorité des gens ont des problèmes sociaux, ou en tout cas qui ont des soucis avec les interactions sociales. Ça peut être au niveau d'une certaine gêne, ou des choses qui les irritent ou que ça va pas. Je suis sûre en fait que la majorité des gens ont des problèmes au niveau des interactions sociales. C'est tellement compliqué et c'est régi par tellement de règles implicites et variables en fait que forcément je suis convaincue que la majorité des gens ne sont pas à 100% à l'aise socialement. Bon voilà, je m'arrête vraiment sur ça et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je te dis à très vite, salut. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique jedennerie.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et je te dis à très vite.